Salut les Wargamers, c'est Evie de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Sam de la chaîne Squeak Earth pour vous présenter le nouveau livre d'armée pour Warhammer Age of Sigmar, les Flesh Eaters courts. Armée ici de la mort, puisque ça sort en plus de ça en même temps que les Night Haunt, les Hantes Nuit. Là, ce sont des morts qui pensent en réalité être des nobles et qui justement réellement pensent pouvoir justement courir et jouter contre le reste du monde. Historiquement, c'était une armée qui plaisait beaucoup, déjà parce qu'il y avait une grosse partie de la gamme qui venait de l'ancien monde de Warhammer Battle. Ensuite, ils l'ont refait petit à petit et surtout, ça permettait vraiment du multi-gameplay, c'est-à-dire qu'on avait soit des armées avec beaucoup de petites goules ou au contraire, on pouvait faire des armées quasiment avec 4 ou 5 monstres. Donc ça plaisait énormément en termes de l'attitude de jeu et même cette idée encore une fois de penser être un noble alors qu'en fait on mange le point de son copain. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur cette armée? Est-ce que tu es content en tout cas de la refonte liée à cette nouvelle édition? Est-ce qu'on est dans la veine où malheureusement on est sur la réécriture d'un index ou non, là vraiment on est sur un très beau livre d'armée et vraiment quelque chose de frais? Alors c'est un super bouquin pour commencer. Avant d'attaquer la partie règles, déjà comme d'habitude de la même manière que ce qu'on a vu récemment, le bouquin est intrinsèquement magnifique, il y a des superbes illustrations. La partie règles, ça correspond à une petite partie du bouquin, il y a plein de choses, si vous aimez l'or, si vous aimez les belles images, les nouveaux artworks, extrêmement bon point. Donc beaucoup moins frustré de payer 42 ou 47 € pour un livre en tout cas. Et oui, parce qu'en plus, effectivement, la partie règles, là on revient encore sur les bons points de ce qu'on a vu récemment. Il y a des vrais changements, sur Night Haunt il y a des gros changements, là c'est juste une manière complètement différente de le jouer. Au niveau du gameplay, qu'est-ce qui se passe? Avant, toute la mécanique tournait autour de points de noblesse, à faire des actions, etc. Tout ça c'est fini, maintenant comme tu l'as dit, ce sont des gens qui sont un peu délulus, donc en fait on va jouer autour des délusions, des délires en français, et il y a un truc très intéressant, c'est que maintenant vous allez avoir des figurines, des héros qui vont ramener leur délire auquel tout le monde va croire, et vous allez avoir vraiment un aspect du jeu qui va tourner autour de ça, donc honnêtement c'est du très très bon, moi j'aime beaucoup cette idée. Et c'est un plaisir de voir ça. Yes, au niveau ensuite donc des gameplays, est-ce qu'on a encore plein de gameplays qui sont possibles? Il y a pas mal de gameplays différents, déjà vous avez des premiers choix, est-ce que vous allez investir beaucoup sur les délires ou pas? Si vous voulez investir sur les délires, il va falloir investir sur les personnages qui fiabilisent les délires. Ensuite, est-ce que vous allez vouloir aller chercher du gros monstre? Je vous préviens, les gros monstres ont eu un bon buff, donc assez intéressant. Il y a toujours moyen d'avoir de la masse parce que ça reste de la mort et donc du PV qui tank pas trop. Il y a toujours ces mécanismes de récursion pour ramener des unités à la vie beaucoup plus facilement que ce qu'on avait avant. On retrouve vraiment l'ADN justement des armées de la mort. Donc toujours plein de manières de le jouer, plein de manières d'appréhender le bouquin par rapport au délire, etc. Donc moi j'adore. Yes, est-ce que c'est une armée que tu conseillerais par rapport à ces multiples gameplays à un débutant? Alors déjà premier point, au niveau peinture, c'est très certainement, je pense avec les hommes lézards, les séraphons, les armées les plus simples à peindre. Pourquoi? C'est beaucoup de carnation, c'est très permissif, c'est pas comme du luminette, si vous débordez un petit peu, Et en plus c'est très texturé, donc comparativement en plus de ça à des drapés, en effet, la peinture contraste ça marche super bien. En gros vous allez avoir des résultats satisfaisants assez facilement. Complètement, en plus vous avez pas mal de gens tout nus dans cette armée, donc effectivement la peau, si vous êtes capable de la peindre rapidement, efficacement, c'est super. C'est toujours plus facile de peindre une bite, ça. Exactement, j'osais pas le dire, je me permettrai pas de dire ça ici. Et donc voilà, honnêtement, très très cool. Au niveau des gameplays, je l'ai dit, avant la partie full monstre, avant la partie full monstre était très bonne, récemment elle était moins bonne. Là vous avez des monstres qui sont, j'allais dire monstrueux, mais excellents. Vous avez toujours cette mécanique d'avoir plein d'unités, vous avez un entre-deux avec de l'infanterie d'élite, vous avez toujours de la cavalerie d'élite. Il y a vraiment de quoi faire, on a une partie de la gamme qui a été refaite récemment, franchement ça tue. Au niveau ensuite de l'équilibrage interne et externe, c'est-à-dire est-ce que malheureusement on va se limiter à 2 entrées, un petit peu la doléance qu'on avait sur les Night Haunt, sur justement ça, ou au contraire on va vraiment pouvoir choisir, dépendamment de son humeur de ses games, on va dire une équivalence de force, tu vois ce que je veux dire, sur le BT et aussi avec le reste du monde. Je vais te répondre avec la manière dont moi j'ai abordé le truc, c'est-à-dire que sur Night Haunt effectivement il y a des trucs évidents. Là, il y a moins de trucs évidents. Il y a pas mal de manières de le jouer. Déjà, est-ce qu'on veut investir sur les délires? Les mécaniques de délire sont très fortes. Est-ce que maintenant, ça vaut le coup d'aller investir sur un bonhomme à 450 points qui va les fiabiliser? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir faire des tests. Il va falloir essayer. Donc déjà, là, on voit qu'on n'est pas exactement sûr parce qu'il y a plein de choses à faire. Comment on construit sa liste si on décide d'investir sur cette mécanique? Honnêtement, l'équilibrage interne est bon. La cavalerie a pris un petit taquet quand même. Honnêtement, c'était mérité. Les listes full Morbeg qu'on a vues, notamment à Atlanta, etc., c'était too much. Très bien. Il y a plein d'infanterie. Les monstres sont très bons. Honnêtement, c'est cool parce qu'en fait, moi là, j'ai envie de faire des listes et de les essayer. Parce que, contrairement à Night Haunt, où même s'il y a beaucoup d'évolution, il y a des trucs qui sautent aux yeux, là, c'est quand même beaucoup moins flagrant, quoi.
Pour illustrer tout ça, illustration, illusion, on va donc rentrer dans le dur de ce Battle Tome avec la règle de faction, ces traits de bataille. On rappelle que vous allez avoir d'un côté les règles d'armée que vous allez avoir quel que soit le style de gameplay que vous voulez avoir, et derrière les formations qui elles seront un petit peu plus adaptatives mais qui seront quand même présentes sur vos listes. En tout cas là on va parler des traits de bataille, c'est-à-dire des règles de l'armée. On commence par un royaume délirant une fois par tour. Au début de n'importe quel tour d'ailleurs, vous allez pouvoir justement jeter un dé dépendamment de vos délires. Les délires, c'est tout simplement des aptitudes. Vous en avez 2 qui sont des génériques, et derrière, comme Sam nous l'a dit tout à l'heure, dépendamment des personnages que vous allez intégrer dans votre armée, vous allez pouvoir justement en utiliser d'autres. Donc au début de n'importe quel tour, amis et ennemis, vous allez devoir jeter un dé. Sur 1-2, vous allez devoir changer de délire par rapport au tour précédent. Sur 3-4, vous allez devoir garder le même, et sur 5-6, vous allez pouvoir le choisir. Ça tombe bien, au début de la partie, vous allez aussi pouvoir choisir un délire. Il y en a 2, comme je vous le disais, en générique. Le premier, ça va être tout simplement une aptitude passive qui s'appelle le cortège splendide. Tout simplement, dès que vous allez être à 12 pouces d'un héros et que vous allez faire un jet de course, alors vous serez considéré comme un 4 minimum sur la valeur du D6. Et aussi, dès qu'un héros est à moins de 3 pouces d'une unité amie manche fer, alors elle sera invisible au-delà de 6 pouces au regard de toutes les règles, les sorts, les tirs et ainsi de suite. Et le deuxième délire, c'est un effet glorieux qui fait que vous allez avoir +1 pour toucher si jamais vous avez chargé au même tour et que si vous êtes à 12 pouces d'un autre héros. Alors bon, déjà on voit qu'ils n'ont pas du tout le même rôle, il y en a qui vont s'utiliser plutôt à notre tour, d'autres qu'on va peut-être avoir envie d'utiliser plutôt au tour adverse, d'où le fait qu'on change de délire à chaque tour, donc vous allez en avoir 10 pendant la partie. Pour l'instant, on voit qu'ils sont bons, il y en a qui sont offensifs. Maintenant, il faut bien avoir en tête que tout ça va devoir se mettre en comparaison avec les délires qui vont être apportés par les héros, qui sont loin d'être anecdotiques, et je parle pas que du Shoran. Donc voilà, c'est une nouvelle mécanique, en tout cas qui se joue différemment, qui pour l'instant file des très très bons bonus. +1 à la touche quand on a chargé, c'est juste monstrueux. Le fait d'être invisible, si vous jouez contre du tir, etc., c'est extrêmement bon. C'est des bonnes aptitudes, on verra un petit peu plus pour creuser ça quand on l'aura mis en comparaison avec les autres. Yes, globalement, vous avez vu, par contre, vous êtes quand même très tributaire justement d'un jet de dés au début de chaque tour, amis et ennemis. Globalement, on va vous le dire tout de suite, Shoran donne tout simplement un bonus d'avoir +1 ou -1 justement sur ce fameux jet de dés. Ce que j'aime en tout cas, c'est que le premier est polyvalent, c'est-à-dire que soit il augmente votre fiabilité au déplacement, soit il vous rend un petit peu immunisé avec vos personnages au tir ou au sort. Là où l'autre va tout simplement vous donner un bonus offensif, c'est-à-dire de fiabilité à la touche quand vous aurez chargé. Ensuite, autre aptitude, là pour le coup qui n'a rien à voir avec un délire, c'est le sang royal. Une fois par tour à votre phase de héros, vous allez pouvoir sélectionner un Aberrant et il se soignera alors de D3. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la hiérarchie qu'on va avoir au niveau des personnages ici, puisqu'on va retrouver différents mots-clés comme aberrant, cerf, chevalier et noble. Exactement. Alors du coup, on va commencer par ce qui n'est pas héros. Donc ce qui n'est pas héros, les cerfs. Donc comme en français, c'est les petits piétons, c'est la troupaille, ça va être les goulasses, etc. Vous allez avoir des chevaliers. Les chevaliers, ça va être ce qu'on va appeler l'infanterie d'élite. Pas l'infanterie monstrueuse en fait qu'on appelait à l'époque. Donc il va y avoir des mecs avec des ailes, des ghouls un peu sous stéroïdes, etc. Les vrais chevaliers. Et ensuite les aberrants, c'est vraiment ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est vraiment les boss, c'est ceux qui se soignent, c'est les héros en fait qui vont synergiser votre armée, apporter les bonus. Potentiellement en général c'est des bons lanceurs de sorts, etc. Et ensuite juste en dessous des aberrants vous avez les nobles. Donc c'est pas des troupailles, ça reste des héros, mais c'est pas les big boss, donc en général ils coûtent un petit peu moins cher, ils sont un petit peu moins puissants et ils ne se soignent pas automatiquement. Yes, donc là en deuxième aptitude en plus des délires, c'est le fait que les aberrants se soigneront alors de D3 seulement à vos phases de héros. Ensuite on est dans la mort, ce sont donc des figurines qui peuvent revenir à la vie. Game Workshop est bien loin de ce qu'il faisait dans les dernières éditions avec des points d'invocation un petit peu dégénérés. Globalement vous allez pouvoir choisir une unité de cerf ou de chevalier qui s'est décédée précédemment et de les faire revenir entièrement à 6 pouces d'un bord du champ de bataille et à plus de 9 pouces de toute unité ennemi. Attention, pour utiliser ce pion d'ordre, il faut l'utiliser sur un Aberrant. Ça veut dire que si vous faites sniper justement les personnages les plus badass, vous ne pourrez plus invoquer. Oui, donc ça c'est un classique de la mort, hein. On tourne autour de héros emblématiques, l'équivalent nécromancien chez les contes vampires, etc. ou les Soulblight. Bon, les aberrants, c'est ceux qui permettaient avant de ramener des unités à la vie. On avait les courtiers qui permettaient de ramener des figurines dans les unités. Ils ont déplacé ça, ils ont demandé qu'on en ait un en vie et qu'il utilise l'aptitude. Bon, c'est une aptitude générique de la mort, on ramène des unités à moitié effectif, dont l'effectif maximum est la moitié, pour pas retomber dans les travers qu'on avait connus il y a quelques temps. C'est du classique de la mort, mais c'est bien que ça soit fiable.
Yes, ensuite toujours dans ce mécanisme de rip-up, cette fois-ci c'est pas un rip-up qui va être binaire, c'est-à-dire mon unité est morte, elle revient à la vie. Là c'est vraiment au fil des tours, on va pouvoir ramener des figurines justement, puisqu'on va avoir mobilisé la garde à votre phase de mouvement. Vous allez pouvoir choisir n'importe quel nombre de nobles que vous allez avoir sur la table et ramener jusqu'à 3 unités tuées sur les unités serfs qui seraient à 12 pouces de lui, ou une figurine dans les unités chevaliers qui encore une fois serait à 12 pouces de lui. Oui, donc c'est du classique, les nobles sont là pour ramener des figurines dans les unités, les abhorrents sont là pour ramener des unités, les deux synergisent très bien ensemble. Voilà, c'est automatique. Avant on avait quand même un moyen de génération de points de noblesse pour maîtriser un petit peu ça, pouvoir investir au tour où on voulait. Là vous allez remonter ça de manière complètement stable et lisse tous les tours. C'est bon, j'ai juste à dire que c'est bon, il y a des nobles qui sont extrêmement bons. Donc c'est une bonne aptitude en plus, un bon bonus. Yes, ce qui est assez rigolo c'est que c'est une fois par tour, mais comme je vous l'ai dit, vous allez choisir autant de nobles que vous le souhaitez, mais des nobles ne peuvent pas faire justement cette aptitude sur les mêmes unités, même s'ils sont dans les mêmes bulles. Et on termine par festin frénétique, c'est tout simplement une fois par partie le fait qu'un héros va pouvoir déclencher cette aptitude, et pour le restant du tour, toutes les unités, y compris les compagnons à 12 pouces de lui, vont avoir plus d'une attaque. Bon, c'est monstrueux, c'est pas très attendu. On a un équivalent côté Nighthaunt, sauf qu'il n'y a pas vraiment de compagnons, etc. Là, on a des compagnons qui tabassent dur, donc avoir ce bonus sur les compagnons, c'est très fort. C'est gratuit, que dire, c'est une espèce de WAG en fait, tout simplement. C'est extrêmement puissant, vous allez voir les profils, il y en a qui rigolent pas du tout. Il y a des profils qui ont été refaits, notamment des Terrorgeist et tout, ça rigole pas du tout. C'est juste excellent, vous avez une armée qui tape fort, vous allez pouvoir la faire taper encore plus fort quand vous avez décidé. Sans restriction, donc c'est excellent. C'est super cool de faire la review aussi avec toi qui est vraiment un joueur de la DES, c'est qu'on voit aussi où Game Workshop veut aller, de la manière dont il va répartir ses allégeances. On a le Nighthaunt qui va vraiment maintenant être du Swarm, c'est-à-dire une armée d'englument, multi-PV qui tank pas mais qui fait beaucoup de protection, là où pour le coup on va être ici avec une armée beaucoup plus polyvalente, mais finalement même cette armée de Swarm qu'on pourrait comparer à du Nighthaunt n'aura pas du tout la même réaction sur table, et c'est vraiment sympa en termes de game design qu'ils aient mis leurs armées dans des ADN différents, dans des boîtes différentes. Non, c'est très bien, c'est très très bien. On a justement là une armée qui va se rapprocher peut-être un petit peu plus de ce qu'on connaissait chez les contes vampires, un peu un entre-deux avec les Soulblight, etc. Puis là, vous avez quand même un avantage, c'est qu'en Nighthaunt, on a beau avoir pas mal de choses, on a surtout de l'infanterie. Là, vous avez des énormes tons, vous avez des énormes monstres, vous avez de la grosse cavalerie, vous avez de l'infanterie monstrueuse. Vous avez vraiment de quoi faire, alors que finalement, il n'y a pas énormément plus de profils. C'est une excellente armée, je trouve, en tout cas, dans ce qu'on voit dans ce bouquin. On enchaîne ensuite cette fois-ci avec les formations de bataille. C'est marrant parce qu'on a parlé tout à l'heure de la polyvalence et aussi du charme qui va faire justement les flèches hitters courtes, puisque les cours de manche fer, puisque en gros là vous allez voir, vous allez avoir une formation par type justement de gameplay possible, où là c'est à la fois tracé, mais on va pas se dire celle-là elle est tout le temps meilleure, on va vraiment se dire dépendamment de son humeur, on a un gameplay qui nous correspond. Et c'est pas fort autant moins bon. Il y aura sans doute en top compétitif justement peut-être un type de jeu qui va se tirer son épingle du jeu, mais c'est pas le cas en tout cas quand on lit l'armée. On commence par l'échelon de cavalier, c'est sonner la charge, ça va donc être destiné aux chevaliers, c'est une aptitude passive qui va vous donner +1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée des chevaliers qui ont chargé à un tour et qui serait à 12 pouces d'un héros. On va le voir en fait sur les différentes, mais vous avez 3 sous-allégeances qui vous orientent vraiment vers une prédominance d'un type d'unité. Si vous investissez sur des chevaliers dans cette armée, à noter que les chevaliers c'est pas juste les Morbeg, c'est notamment l'infanterie monstrueuse. En fait ça va juste être excellent. Petite quand même nuance par rapport à ce qu'on a vu chez les Nighthaunt, etc. C'est moins évident de charger, modulo quelques héros qui sont là pour faire des blagues, mais ça reste quand même extrêmement fort parce que dans ce bouquin là vous avez quand même la capacité d'avoir des écrans, donc vous avez aussi la capacité de pouvoir encaisser avec ça et derrière charger avec les unités qui vous intéressent. C'est une très bonne allégeance. Yes, en deuxième allégeance, on va avoir les seigneurs du manoir, on va avoir levé les bannières. En gros, ça va être là le swarm indirectement, ou en tout cas les unités qui vont revenir à la vie. Puisque ici, dès que vous allez avoir une occurrence de mécanisme qui va vous permettre de ramener une figurine qui aurait le mot-clé serre, et vous allez ramener une figurine supplémentaire. Et si vous utilisez une aptitude qui va vous permettre de ramener un chevalier à la vie, vous jeterez un dé et ça sera sur un 4+, que vous en ramènerez un deuxième. Moi j'aime beaucoup parce que ça vous permet de jouer des listes hyper variées. Bon alors heureusement, à l'époque il y avait même un truc pour ramener des monstres, etc. Bon là c'était un peu too much, mais honnêtement c'est très bon, c'est polyvalent, quelle que soit la liste, hormis du full monstre que vous allez jouer, ça vous sera utile. Le 4+, sur les chevaliers, on peut dire ouais d'accord, mais sauf qu'en fait mathématiquement les chevaliers ils ont tous plus de 2 PV, donc en fait c'est juste meilleur. Franchement c'est une très bonne allégeance polyvalente, que vous allez jouer, je pense, que vous pourrez jouer dans 90% des listes, quoi. Yes, ensuite on va avoir la chasse royale comme des chiens de sang. Là c'est simple, vous allez avoir des tricks de mouvement autour des cerfs, puisque une fois par tour, à la fin d'ailleurs
d'un tour, vous allez pouvoir prendre une unité serre qui est engagée en mêlée, lui faire un mouvement d'engagement, c'est-à-dire de 3 pouces, et jeter un des 3 et sur un 2+, faire des blessures mortelles. Alors ça, c'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a vu en Skaven, on l'a vu en Soulblight, on l'a vu dans pas mal de bouquins. C'est plus une logique d'englument, d'obstruction, etc. C'est très bon, contrairement à Nighthaunt où ça se faisait à peu près de manière équivalente en phase de mouvement, ce qui veut dire qu'il y avait quand même une phase de combat à devoir gérer derrière. Là, c'est à la fin du tour, et à la fin de n'importe quel tour. Donc vous allez pouvoir aller engager d'autres unités, etc. C'est très bon, c'est moins évident à piloter parce que les marges de manœuvre sont plus faibles et va falloir vous préparer dès la charge et dès la phase de combat à savoir où vous allez faire ça. Mais au niveau contrôle, on fait difficilement mieux, quoi. Ah ouais, c'est vraiment hallucinant. Il faut imaginer que là, en termes de séquencement, fin du tour, vous allez donc prendre une unité avec qui vous êtes en mêlée et en fait la sélectionner pour faire le fameux mouvement d'engagement. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous éloigner de cette unité, mais vous pouvez complètement justement tourner tout autour et donc aller engager d'autres unités. Donc on arrive sur des mécanismes de tricks de jeu qui peuvent être un petit peu game breaker quand on est très skillé entre guillemets et qu'on a. Et ce qui est très bien, c'est que ça veut dire que ça va favoriser le skill cap élevé, c'est-à-dire la compétence du général est tout simplement très très bon pour aller loquer les autres et même dire derrière, tu sais quoi, prends un double tour, moi ça m'arrange, t'es full engagé. Exactement. Donc c'est vraiment énorme. Et en dernier, on va avoir la ménagerie royale. En aptitude passive, ça va être manger mais joli, c'est la formation qui est donc destinée à jouer des monstres ou des bêtes, pour jouer potentiellement 4-5 gros. Là c'est très simple, vous allez pouvoir choisir justement monstres et bêtes qui soient à 12 pouces d'un héros. Vous allez pouvoir utiliser un saccage, même si celui-ci l'a déjà utilisé. Et en plus de ça, dès que vous allez réaliser une charge avec un monstre ou une bête qui ne soit pas un héros, par contre c'est important, et que cette charge est à 9 ou plus, vous allez avoir frappant premier. Oui, alors ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant, sauf qu'avant c'était du 3+, de manière à peu près stable. La 9, c'est compliqué de compter réellement dessus. Je pense qu'on va plutôt voir ça comme un petit bonus, comme on peut avoir typiquement sur les peaux vertes pour avoir les plus une attaque et compagnie. C'est vraiment un effet bonus. Maintenant ça reste bon, je veux dire si vous jouez 4-5 monstres, pouvoir aller stacker les saccages, vous verrez il y en a qui sont très sympathiques. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on a une optique infanterie piétonne, une optique chevalier, une optique monstre. Donc ça va être assez lisible en fonction de ce que vous voulez faire, d'aller choisir votre allégeance. Et puis vous avez l'allégeance qui va vous permettre d'aller faire un mixte, voire éventuellement pas forcément faire de mixte, mais si vous voulez jouer sur de la récursion, sur les serfs ou juste sur les chevaliers, vous allez pouvoir partir vers les seigneurs du manoir. Donc honnêtement, plutôt sympa, très orienté monstre évidemment, mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'ils ont pensé à tous les gameplays. On passe maintenant du côté des traits héroïques. On commence par un passif, c'est-à-dire renforcé par la folie. En gros, c'est simple, on va ignorer à chacune des phases le premier dégât qui pourrait être alloué justement au porteur. Et en plus de ça, s'il y a des compagnons qui cherchent à lui taper dessus, alors celui-ci ne sera pas sensible à leur bonus. Alors, dans l'absolu, c'est pas mauvais. Maintenant, vous verrez qu'il y en a un autre qui m'a l'air tout simplement dégénéré. C'est pas mauvais, pourquoi c'est pas mauvais? Parce qu'en fait, on a des héros porteurs d'artefacts qui peuvent être de très beaux bestiaux, contrairement à Nighthaunt. Donc là, éviter des PV, etc., ça peut être sympa. Bon, maintenant l'effet qui ne proc que sur les armes de compagnon, ça reste un petit effet qui se coule, plus circonstanciel sur des listes solo. Bon, on peut pas vraiment compter là-dessus. On est d'accord, je passe tout de suite à l'intermédiaire, comme ça on garde le plus fort pour après. C'est Contremaître Cruel, faut savoir que avant il était à 20 points et là avec la sortie du livre il repasse à 0. Il vous permet tout simplement de pouvoir relancer les jets de charge qui seraient à 12 pouces du héros qui a cette amélioration. Oui, donc en choisissant une cible, bah ça c'est très bon, c'est très très bon. Vous verrez que dans l'armée il y a quand même des mécaniques de course et charge. Donc avoir des courses et charges, relance des charges, ça fait quand même plaisir. C'est un très bon, très héroïque, mais sur un aspect offensif, vous verrez qu'il y a des trucs sympas à côté. Je pense qu'il est pas du tout à mettre à la poubelle, vraiment pas. Si vous jouez pas un énorme ton, bah en fait vous allez prendre celui-là parce qu'il est très sympa. Maintenant si vous avez envie de jouer une énorme figurine qui va faire du gros dégât, vous allez peut-être prendre le suivant. Le prochain c'est Sauvagerie Irraisonnée. Ce qui va se passer c'est que en gros, si vous n'avez pas encore été activé sur la bataille, vous allez avoir plus 2 attaques pour vous et votre compagnon. On rappelle que dedans, on a des espèces de seigneurs vampires qui chevauchent des dragons, les gars. Voilà. Si jamais vous n'avez pas tapé au tour précédent, vous allez avoir plus une attaque. On rappelle qu'un round, il y a 2 tours. Donc tant que vous ne tapez pas, justement à chaque tour, vous allez avoir plus une attaque. Et si jamais vous avez bénéficié de plus d'une attaque, ça veut dire qu'au tour d'après, vous serez à 0. Donc je rappelle, 2 si vous n'êtes jamais activé et 1 si vous n'avez pas tapé au tour précédent. Ça reste quand même très fort. Oui, ça reste extrêmement fort. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que vous allez prendre la mesure de ça au moment où on va présenter le War Scroll de Laboran sur, disons Terrorghest au hasard. Plus 2 attaques sur des attaques dégâts des 3+3 hyper fiables, tout crit mortal. Le mec dessus, il est pas en reste.
Bon, c'est fort. Maintenant, effectivement, si vous jouez pas de giga groton non nommé, vous allez peut-être partir sur une relance de charge. Ça dépendra de votre build, mais celui-ci est très très fort. J'aurais pu mettre un petit plus 20. Ouais. Il arrive, Sam. On passe maintenant du côté des artefacts de pouvoir avec les trésors royaux. Héros seulement, bien évidemment. Le premier, très sympa, fin du tour, le fémur fracturé. Vous allez choisir soit de mettre autant de dégâts mortels que la valeur du dé, soit de soustraire un au niveau de puissance du niveau sorcier, justement, de l'adversaire, ou alors, si c'est une manifestation, de la bannir. Bah, en fait, ça, c'est le problème des artos et très héroïques, c'est que vu qu'on en prend un, on ne peut pas s'empêcher de les mettre en comparaison. Et là, il y en a un qui coûte 20 points et qui est juste beaucoup plus dommage. polyvalent. Là, pour le coup, on parlait d'un déséquilibrage interne tout à l'heure, c'est vraiment dommage parce que imaginez la projection. Vous êtes justement sur un seigneur, sur Dragon Zombie ou Terror Guest. Vous allez pouvoir, je sais pas, pulvériser quasiment 2 packs au corps à corps, derrière faire un enfoncement et potentiellement dire manifestation et hop, elle saute aussi. En termes de synergie et de géométrie, il y a vachement de trucs à faire. Ouais. Le problème, c'est que le suivant, c'est autour cadavérique, comme tu viens de le dire, il coûte 20 points. Si cette unité n'est pas un prêtre, elle est prêtre 1. Voilà, et un petit bonus si on est déjà prêtre. Bon, en fait, quand j'ai vu ça, je suis allé regarder le domaine de prière. Le domaine de prière est excellent, donc je pense que pour 20 points, ça vaut largement le coup. Il n'y a pas grand chose à dire. Être prêtre, c'est une ressource en Flesh Eater qui est pas donnée. Il n'y en a pas 50 milliards, donc pouvoir rendre un héros non prêtre, bah, c'est juste trop fort. En fait, bien sûr, ça remplace 120 points, 150 points, dépendamment des listes, donc complètement. Le dernier, il est sympa aussi, c'est le Penon Macabre. En gros, si cette unité a chargé à ce tour, vous allez pouvoir jeter un dé, et si vous faites plus que la contrôle d'objectif que l'adversaire, ou ainsi c'est toujours considéré comme étant une réussite, il aura alors -1 pour toucher, et vous allez avoir, vous par contre, +1 pour toucher. C'est fort, honnêtement, c'est vraiment fort. Mais on s'en fout. Bah ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un truc qui est fort tout le temps, qui en plus va se retrouver sur un héros fond de cours qui normalement doit pas mourir avant longtemps. De l'autre côté, on est obligé d'exposer un héros, c'est moins stable. L'autre, on l'utilise dès le premier tour. Je pense que malheureusement, l'équilibrage interne sur les artefacts de pouvoir n'est pas au summum. On va voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'à 20 points, on choisirait quand même largement d'avoir un prêtre. Il aurait fallu qu'il soit quasiment à 50% d'un personnage prêtre pour pouvoir justement réfléchir. Complètement. Bon, à voir. En tout cas, très frais. Le domaine de sort, c'est le domaine de la folie, bien évidemment. On retrouve 3 sorts. Le premier qui est donc le sort générique, c'est-à-dire celui qui est illimité. On peut donc le lancer et tenter de le lancer plusieurs fois par tour, même si un sorcier ne peut jamais le faire plus d'une fois. Là, ça va passer sur du 6. On va pouvoir choisir une unité amie entièrement à 12 pouces du lanceur. Et si le sort passe, on va avoir +2 à la caractéristique de mouvement de la cible et surtout +1 pour blesser en mêlée. Bah, c'est excellent, quoi. Enfin, que dire, c'était excellent, ça reste excellent, c'était le sort illimité, ça reste le sort illimité. C'est la fameuse transformation dérangée. Pas grand chose à dire, je pense que c'est un des meilleurs sorts illimités du jeu. Ensuite, deuxième sort, ça va être le festin de Charon, très sympa celui-là, il passe aussi sur du 6. Vous allez choisir une unité ennemie à 18 pouces du lanceur et une unité de cerf ami à 6 pouces du lanceur. Et vous allez tout simplement infliger D3 dégâts mortels à la cible, et pour chaque dégât alloué, vous allez pouvoir ramener une figurine sur justement le petit pack de cerf. Ouais, alors ça c'était excellent avant, puisqu'en fait ça permettait de ramener, non pas sur les cerfs, mais sur l'infanterie, donc vous pouviez ramener de l'infanterie monstrueuse. Donc avant c'était absolument monstrueux, puisqu'en fait on pouvait ramener de l'infanterie et non pas juste des cerfs. Bon, bah là c'est quand même moins bon, c'est pas évident à setup. Vous avez des niveaux de magie, mais vous en avez pas 50 milliards, vous avez des manifestations qui sont correctes, pas fou quoi. Yes, après encore une fois c'est rigolo de transvaser des PV, bon c'est voilà. Et le dernier c'est Miasme de Folie, il passe malheureusement sur du 7, vous allez choisir une unité ennemie à 18 pouces du lanceur et si le sort passe, à chaque fois que le porteur va en mêlée faire un jet de touche, sur chaque 1, il prendra une blessure mortelle. C'est excessivement bon. Hein. Ouais, c'est excellent. En plus, avant, pour le coup, c'était, je sais pas si tu te souviens, mais c'était un truc, fallait jeter des dés, si t'avais X fois le même résultat, bref, je pense qu'ils ont compris que c'était pas le bon design. Bah ça c'est excellent en fait. Le seul truc c'est que ça passe à 7, donc t'auras envie de le lancer pendant la phase de héros adverse, et donc là ça passera sur du 8. Après, heureusement que ça passe pas trop facilement, parce que vous imaginez le mec il arrive devant vous avec une unité de saturation, il se suicide. Hein. Après voilà, c'est jusqu'au début du prochain tour, donc on peut le lancer à notre tour, on est tranquille, effectivement tu pourras en lancer un deuxième un petit peu plus tard. C'est un excellent sort, si jamais le mec commence à vous saturer, heureusement que les Nighthaunt pour le coup ont récupéré des points de vie, parce que sinon c'est le genre de sort qui les annihile complètement. C'est bon, franchement c'est juste bon, c'est un excellent sort, pas grand chose d'autre à dire contre la horde, contre
contre ce qui est un peu élitiste aussi. Yes. Le mec dévisse un peu, t'as des Stormcast, et en save à 3, tu fais un peu la gueule. Non, franchement, c'est très très cool. Et je rappelle qu'à Age of Sigmar, si vous êtes à portée de mêlée, vous êtes obligé de taper. Hein. Donc même vous, des fois, la personne a peut-être pas compte. Pourquoi tu m'as engagé 4 unités? Tu verras, mon pote. Non, très très cool. On a fait le tour du domaine de sort. Tu penses qu'on aura combien de niveaux de magie? Puisqu'encore une fois, c'est des armées qui sont toujours un petit peu complexes à équilibrer, parce que d'un côté, t'as de la magie, de l'autre, t'as des prières. Alors là, t'as la chance d'avoir des Aborrants dans ce bouquin qui sont des sorciers, pas forcément de très haut niveau, mais qui sont des sorciers, donc qui sont capables d'aller balancer plusieurs transformations dérangées, qui sont capables de profiter un petit peu du domaine de manifestation et des quelques sorts qu'on a en rab. Je pense qu'on peut tourner sans souci autour de 3, 4, 5, en tout cas largement assez pour lancer les sorts qu'on a envie de lancer, et surtout qu'il y en a un qui est pas fou, donc on va plutôt aller se concentrer sur le reste. Le sort illimité est dégénéré, il a toujours été dégénéré, il reste dégénéré, c'est excellent. Il est pas bon au délire? Pas mal. Okay. C'était pas ouf les gars, j'ai pas encore pris de vacances quoi. Avant de passer sur les prières, on va aller sur le domaine des manifestations, puisque ça compte tout simplement que le lancement d'un sort au niveau du nombre de sorts qu'un sorcier peut lancer. Là c'est très simple, les 3 dans le domaine de démence manifeste passent sur du 6. Vous allez retrouver la barricade qui n'a pas de valeur de mouvement et qui va permettre tout simplement d'empêcher les courses et les replis quand on a portée de mêlée de celle-ci. Vous allez retrouver justement aussi la funèbre cavalcade qui va permettre de faire des blessures mortelles quand on est à côté, pour émuler justement le fait s'être fait charger puis piétiner par des poneys. Et surtout, le plus important, c'est le calice du Shoran qui là pour le coup va permettre sur un 3+, soit d'ignorer les effets de bonus, et le dernier qui est sans doute le meilleur, ça va être le calice du Shoran qui lui va pouvoir sélectionner des unités à 6 pouces de lui, jeter un dé et sur un 3+, soit permettre aux ennemis de ne pas avoir de bonus sur leurs armes et sur leurs procs, sauf pour les compagnons, et ou surtout le fait que vous allez pouvoir, si jamais vous avez une unité ennemie à côté du calice, faire en sorte que tous vos amis vont critique non pas sur du 6 à la touche mais sur du 5. Excessivement fort le crit 5 hein. Ouais, c'est ça, honnêtement c'est très très bon. Vous avez pas mal d'unités qui ont des attaques, en fait vous avez tout, vous avez de la saturation, vous avez des unités qui tapent très fort, donc avoir du crit 5 c'est extrêmement bon. À chaque crit 5 ça sera D3 plus 3 dégâts mortels dans votre tronche hein. C'est pas mal, et à côté de ça vous avez quand même la barricade qui est un choix tech. Typiquement on pense à du Nighthaunt, des unités qui ont besoin de se désengager, charger, etc. Quand on dit, même des courses et charges, quand on dit que t'as pas de course, t'as pas de retreat, ton mouvement est divisé par 2, c'est extrêmement bon, c'est un truc qui va se faire focus instantanément. Maintenant ça peut ça peut retourner certains match-ups, encore faut-il réussir à le lancer, mais c'est excellent. Moi ça m'a sauvé quelques games, enfin temporisé contre des games Nighthaunt. C'est, voilà, vous avez quand même 2 manifestations qui sont très bonnes. Les poneys, bon c'est compliqué, honnêtement c'est compliqué. Vous avez un domaine de magie qui est bon, vous avez 2 manifestations qui sont bonnes, je pense que vous allez vous focaliser là-dessus. On a fait le tour donc de tout ce qui va être sorcellerie avec le domaine de sort et le domaine de manifestation. Là vous allez bronzer, c'est que vous allez voir que les domaines de prière sont encore meilleurs. Le premier c'est l'excommunication, c'est une prière qui va passer sur du 4. Si elle passe, vous choisissez une unité ennemie visible à 18 pouces de vous, et celle-ci ne pourra pas être sujette à l'amélioration de jet de sauvegarde au niveau du positif. Et si jamais vous critiquez justement cette prière, puisque je rappelle que vous pouvez les canaliser et que vous faites 10, il n'y aura aussi pas de jet de protection. Bah c'est excellent, hein, surtout pour une prière illimitée qui passe sur du 4. Le premier effet sera toujours bon, le deuxième effet sera bon dépendamment de ce contre quoi vous jouez. Bah, y a pas grand chose à dire, hein, c'est excellent. Je pense sur du 4 c'est très gentil. Ouais, on est d'accord. Ensuite sur du 4 vous allez avoir la conviction macabre qui va tout simplement vous permettre d'avoir une protection à 5 sur une unité et amie à 12 pouces de ça, donc aussi c'est très fort, hein, sur une chance sur 2 d'avoir une protection à 5 cadeau, et en plus de ça si vous faites un crit et que vous faites une tentative de prière à 10, vous pourrez le mettre sur 2 unités. C'est de la tankiness, c'est excellent, vous avez des héros qui sont hyper synergisants, qui ont beaucoup de points de vie, vous avez aussi la possibilité d'avoir des hordes, ou même d'infanterie monstrueuse qui mine de rien cumule assez rapidement les PV. Se sortir de packs comme ça en Ward à 5, c'est pas la même histoire. Yes. Ensuite, la dernière prière, elle, par contre, elle va passer sur du 5. Vous allez choisir un héros à 12 pouces, justement, du prêtre. Si jamais, donc, vous passez normalement, c'est-à-dire sur du 5, vous allez juste ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée de la cible. Juste. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça, calmons-nous. Et si jamais vous faites donc 10 ou plus, vous pourrez utiliser donc le fait d'avoir plus 1 dégât, mais surtout la ténacité légitime qui fait que vous allez pouvoir vous activer 2 fois pour taper, même si la deuxième, ça sera en frappant dernier.
Bah, que dire, déjà il y a toujours cette discrimination anti-Nagash, ce qui est normal quand même pour le dieu de la mort, faut pas qu'il soit trop fort dans ses propres bouquins. Plus un dégât c'est colossal, à noter quand même que ça marche pas sur les armes de compagnon, donc faut temporiser un petit peu puisque en tout cas sur ces unités là, le gros des dégâts vient quand même des compagnons. En fait c'est extrêmement puissant. Si je peux me permettre, quoi dire, ce qui est rigolo c'est quand on applique ces bonus au personnage, moi j'ai l'impression de voir des profils de Warhammer 40 000. Je te le dis, c'est ça qui a les mecs ils ont des gantelets énergétiques, et je comprends pas. Et en plus tu répartis les dégâts, t'imagines? Ouais, non, mais c'est ça. Les mecs, ils te font 8 patates, dégâts flat 3. J'ai l'impression que c'est du swipe, tu sais, c'est que des abandons, les gars. Bah, c'est ça. Honnêtement, alors, de toute façon, les trucs qui rajoutent plus un dégât, c'est excellent. Sur du 5, en fait, même si vous faites 5, faut récupérer plus un dégât. C'est marrant, c'est un peu un effet qu'on avait avant sur le prêtre. Si tu te souviens, qu'il y avait des effets un petit peu compliqués, fallait tuer avec un abhorrent, etc. Là, c'est une prière qui se lance sur un héros. Sauf qu'il y a trop de choses fortes. C'est-à-dire que le domaine de sort, il est bon. Le domaine de manifestation, il y en a un qui empêche les désengagements, comme tu l'as dit, qui peut être, game breaker, en cas ultra, technique dépendant. Et là, derrière, on voit justement un domaine de prière aussi qui est très bon. Combien de domaines, combien de niveaux entre sorcier et prière tu vas avoir? Des prêtres, c'est au moins 2. Près de ces deux, surtout qu'en fait, on t'en donne un quand même, littéralement. Ouais. Donc en fait, pour 20 points. Pour 20 points, moi je Et souvent 30-35 €, tu sais. Un peu plus. Donc, en fait, 2 niveaux de prière, ça me paraît le minimum. Le niveau de sort, ça va être toujours, je pense, autour de 4. Ça me paraît pas déraisonné. Peut-être un peu beaucoup, effectivement, si on veut aller chercher des prières. Ça va être un mix. Je pense qu'en tout, on aura 5-6 niveaux entre les prières et les sorts. Et vous avez des gars qui font ça très très bien. Donc, honnêtement, le domaine de prière, je sais pas si on a déjà vu des aussi solides que ça. Il y a rien à acheter. On en reparlera en conclusion, mais tout à l'heure, tu sais, je t'ai posé la question, est-ce que c'est un mec que tu conseillerais aux débutants et ainsi de suite. Alors c'est rigolo parce que faut vraiment savoir que normalement la mort ne tire jamais dans le jeu. Là, vous allez voir, vous allez pouvoir faire cracher dessus par des dragons, mais c'est pas ouf. Mais à côté de ça, vous allez avoir une phase de héros qui est tellement belle, tellement structurante, tellement jouissive, en mode, lui, il lance une prière, lui, il lance un sort, lui, il invoque. Et en fait, ça va aussi vous permettre de progresser énormément dans le jeu, en fait, d'avoir ce genre de mécanisme en phase de héros. Oui, puis en plus, là, pour le coup, c'est bien séquencé. C'est-à-dire qu'au moment où vous décidez ou non d'y aller en fonction de ce qui s'est passé ou non en phase de héros, vous allez devoir adapter au fur et à mesure votre plan de jeu. On avait des petites doléances, notamment Soulblight, Nighthaunt, des trucs qui arrivaient dégénérer en phase de combat, c'est-à-dire on l'anticipe pas. Là, vous faites votre phase de héros, vous savez où vous habitez, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous pouvez tenter ou pas. Et puis après, il y a le lac, quoi. On a fait le tour des règles d'armée, des formations, bref, de tout ce qui va faire l'allégeance. On rentre maintenant dans les fiches d'unité. On commence par tout seigneur, tout honneur, le seigneur suprême des morts vivants. Nagash, il est 10 points moins cher qu'en Nighthaunt. Il est à 830. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon? Ouais, je pense que c'était important de le mettre un tout petit peu moins cher qu'en Nighthaunt. Au niveau du châssis, c'est toujours pareil, 10 de mouvement, 18 points de vie, save à 3, OC10. Les profils de corps à corps, c'est une grosse meuleuse, ça n'a pas bougé. Au niveau de skill... On l'appelle comme ça en soirée. C'est vrai. Alors toujours, c'est important, la taxe Nagash, on est le maître de la mort, mais on peut pas jouer avec les mêmes règles que tout le monde. Donc déjà, lui ne bénéficie pas des délires. Comme ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Voilà. Moi, je sais qu'il est là, mais il n'est pas exactement intégré. Au niveau de la magie, il a toujours son plus 2, jusqu'à ce qu'il fasse un fiasco, etc. La main de poussière, on peut toujours utiliser des gobelets opaques. Donc c'est important à noter. Main de poussière, je rappelle, fin de tour, monstre héros, on choisit la mauvaise main, t'es mort. Assez sympa, même s'il y a de plus en plus d'unités dans le jeu qui te disent qu'en fait t'es pas mort, mais... Ce qu'on appelle des face cap, où en fait au lieu d'être retiré, on va perdre 6 PV cash par exemple. Ouais, ce qui est un petit peu moins bon. Au niveau de ses aptitudes emblématiques, il ramène toujours une unité plein effectif une fois par partie, à 12 de lui, ça c'est extrêmement fort. Question pour toi là-dessus, on avait des trucs un petit peu cons en Nighthaunt où en fait on ramenait un pack de 10 cavaliers, soit 30 PV, sauvegarde à 4, tout ça a disparu. Enfin, il y a encore les mêmes mécanismes, mais c'est un petit peu moins de tanking, ou en tout cas c'est différent d'avant. Est-ce que c'est dégénéré en Flash Hitter courte? Je pense que c'est moins dégénéré qu'en Nighthaunt, parce qu'en Nighthaunt, potentiellement tu ramènes 40 PV éthérés, améliorables, avec une ward à 5 native, potentiellement des malus. C'est compliqué quand même à sortir. Là, t'as globalement pas trop de ward, t'as quand même plutôt une save en mousse. Donc le moindre Rennes-1, ça va quand même pas mal te dégager. Je pense que c'est ce qui fait qu'il est un peu moins cher. Je pense qu'à mon sens, ils auraient même pu le mettre encore un peu moins cher. Surtout qu'en plus, on est obligé de le mettre en comparaison avec Ushoran, d'autres tons qui n'existent pas en Nighthaunt. Donc voilà, il est, je pense, un petit peu moins fort qu'en Nighthaunt, en tout cas vis-à-vis de cette règle, parce qu'il y a moins d'abus, et les terribles, ça fait mal. Et ensuite, il a toujours son sort. À noter que son sort, c'est toujours la même chose. 18, on prend unité ami-ennemi, soit on met des BM, soit on ramène des figurines avec un équivalent de 3 points de vie, soit lui, il met la ward à 5 en Flash Hitter. C'est normal, on n'a pas la ward à 5, donc ça fait de la tankiness.
Ça double aussi le côté prière, on peut commencer à avoir pas mal d'unités en Ward A5, et là du coup on devient un petit peu plus tanky. Yes, c'est aussi donc un sorcier de niveau 9 qui a plus 2, ça tu nous l'as dit. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne entrée, un sorcier niveau 9 en flèche hitter courte par rapport à ce qu'on vient de voir? En Night Hunt, tu nous l'avais dit, on avait Nagash avec plein de petites justement infanteries pas chères. Là en flèche hitter courte, est-ce que tu as envie de jouer Nagash alors que tu peux déjà avoir des ghouls sur dragon, des Ushoran qui sont des tons, mais tu vois ce que je veux dire, de malade? Est-ce qu'il est pertinent ou pas en termes de saveur et aussi en termes justement de cohérence? Je pense qu'il est moins pertinent qu'en Night Hunt en tout cas, puisque c'est ça qu'on a vu récemment. En fait là faut se dire, Nagash c'est 2 Ushoran, c'est 2 Aborrants sur Dragon Zombie, Terrorghest, etc. Finalement il bénéficie même pas de toutes les règles d'allégeance, tu vois, c'est quand même un petit peu triste je trouve. Il bénéficie pas des délires, puis si on joue lui ça veut dire qu'on va pas avoir de délire fiabilisé. Je le trouve moins bon, on a besoin d'aller chercher des prières parce qu'elles sont trop fortes. Donc si on veut aller chercher 2 niveaux de prière, ça veut dire qu'il faut au moins un héros prêtre, un héros non prêtre. En plus des 830 points qu'on vient de payer, ça veut dire que tu es déjà à peu près 1100, un truc comme ça. Bon, faut quand même garder un peu des points pour le reste. Je l'aime moins en flèche hitter, tout simplement, que dans tout ce qu'on peut voir à côté. Yes, on enchaîne aussi donc au Mortarque du Delirium, Ushoran qui lui a perdu 10 points d'ailleurs avec cette nouvelle version du codex puisqu'il est à 450 points. Oui, alors Ushoran il posait un petit peu un problème jusque-là, c'est-à-dire que vous n'aviez pas d'illusion, délire si vous ne le jouiez pas. Là c'est fini, c'est une très bonne idée de design en tout cas, on n'est plus dépendant de ce mec-là. Maintenant il apporte quand même un truc, voilà. Donc qu'est-ce qu'il apporte déjà? Il apporte son délire, donc son délire, tant qu'on croise délire, on a plus 1 au jet de course, au jet de charge. Les ennemis ont moins 1 au jet de course, au jet de charge. Les armes de mêlée utilisées par les unités de Serami ont anti-charge plus 1 perf si elles sont entièrement dans notre territoire et si elles n'ont pas chargé au même tour. Rien que les 2 premiers effets, c'est suffisant pour se dire que c'est monstrueux. On a des mécaniques de course et charge dans l'armée. Moins 1 course, moins 1 charge de l'adversaire, c'est juste excellent. Faut imaginer encore une fois, la portée d'engagement à Warhammer Age of Sigmar, c'est 3. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de charge à moins de 3. Là, il n'y aura jamais de charge à moins de 4. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. À côté de ça, il a son aptitude emblématique qui, pour moi, justifie, en tout cas de réfléchir au fait de le prendre. C'est le plus 1, moins 1 sur les jets de délire. L'épicentre de l'illusion, en effet. Exactement, j'allais le dire. Donc l'épicentre de l'illusion, grosso modo, si vous faites pas 1, vous allez pouvoir à peu près driver ce que vous voulez. Ça va vous permettre de changer de palier, de passer de 2 à 3, de 4 à 5, etc. Donc ça, c'est très bon. Il a toujours son sort qui permet de faire taper une unité sur une autre. Modulo que maintenant il faut faire taper sur une unité qui a 2 figurines ou plus, donc c'est fini de faire taper des héros, malheureusement. Après c'est un sort qui a fait peur au début, mais qui au final était assez facilement contrable. Et enfin il a toujours son truc pour faire frapper en dernier les unités avec une OC faible, tout simplement. Donc ça c'est extrêmement bon, il a toujours les mêmes profils de close. Je sais pas si on est... Alors, non, on n'est pas obligé de le rentrer, je sais pas s'il vaut le coup. En tout cas il apporte quelque chose, et il apporte vraiment un gameplay autour de ces mécaniques de délire. À noter quand même que si vous voulez le rentabiliser, il va falloir ramener d'autres héros qui ramènent des délires au moment de jeu où ça vous paraît intéressant. Yes, c'est très très cool. Je pense que tu vois, je pense qu'il faut quelqu'un qui aura un niveau de jeu intermédiaire et qui justement est un joueur fake et qui veut tester la nouvelle version, jouez-le parce qu'en fait en gros il va tout simplement vous permettre d'avoir plus de saveur au niveau d'autres règles d'armée. Je pense qu'en effet quand tu verras plus tard, tu ne le joueras plus ou alors en fait ça ne va concerner que les joueurs qui vont être capables de le rentabiliser au niveau aussi de son attrition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il meure avant le T3 voire le T4 au moment un petit peu cliffhanger des games. Complètement, et on a perdu aussi une certaine dépendance qu'on avait vis-à-vis de ce mec-là qui est aberrant, qui mourait pas et qui générait des points de noblesse, donc qui ramenait des unités en fin de partie. On a plus cette dépendance de rip-hop, ça c'est très bien, on a plus cette dépendance de délire, mais il les fiabilise quand même. Donc en fait j'aime bien ce genre de châssis parce que on lit, on réfléchit, et en fait on sait toujours pas si ça vaut le coup. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'évident comme on a pu le voir de l'autre côté Night Hunt, et ça c'est un bon point de design quoi. On reste sur les gros modèles, on passe donc sur les rois ghouls abhorrentes sur chie-moi dessus Chiropterreur Royal. Autant on va dire Terrorghest, les gars. On va dire Terrorghest, c'est beaucoup plus stylé en anglais. Désolé, on va se faire chier dessus. Ça s'appelle French Wargame Studio. On a le trop aux anglicismes, ok? Faut arrêter de nous agresser en commentaire. Donc plus sérieusement, le roi ghoul abhorrent, donc sur Terrorghest, il est à 350 points. Il a donc pris 30 points avec justement ce nouveau codex. Mais qu'est-ce qu'il est jouissif.
Ouais, alors bon, déjà, ce qui est important de noter, on s'attardera un petit peu plus tard sur ces profils de corps à corps. Il ramène un délire. Donc, tant qu'on croise délire, on va ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de compagnons utilisées par les flèches hitters courtes, entièrement à 12 d'un ou plusieurs héros. Flèche hitter courte. Donc, il s'avère que les compagnons, ça tape relativement fort. Avoir plus une attaque. On n'oublie pas qu'on a le moyen de mettre une optimisation qui en rajoute 2. Vous verrez que ce profil avec plus 3 attaques partout, c'est pas mauvais quoi. C'est pas mauvais. On est peut-être sur la figurine qui tape le plus fort du jeu. Oui, puis tu peux aussi la faire taper à plus 1 dégât et 2 fois. Donc on n'est pas trop mal. Quand on passe les gars à 6 attaques dégâts D3 plus 3, ça devient complètement con. Intéressant, je dirais. Il a aussi un saccage, donc une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée, on jette un dé, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée de compagnons de cette unité pour le restant du tour. Ça tombe bien, ça serait quand même bête de payer pour avoir un plus 1 à la touche. Pour l'instant, il a tout. Ok. Et ensuite, une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée, prédateur cruel, choisissez comme cible une unité ennemie qui est en mêlée. Pour chaque champion, porte-étendard, musicien de l'unité cible, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des griffes de squelette de Chiroptéreur jusqu'à 10 pour le restant de la phase. Bon, en général, les trucs qui envoient 20-25 par pain, c'est des trucs qui cognent pas extrêmement dur. Là, t'imagines, on a 10 attaques de griffes de squelette, 6 attaques de crocs de Chiroptéreur, 8 attaques de cerf et crocs. Donc on va vous faire les profils, on les fait pas tout le temps, mais sur ce genre de profil, je pense que ça vaut le coup de les faire. Donc 5 attaques en 3-3 moins 1-2, 3 attaques en 4-2 moins 2 des 3 plus 3, 6 attaques en 4-2 moins 1-2. A noter qu'on n'oublie pas, on peut avoir un plus 1 à la touche sur les attaques de compagnons gratuitement avec un rampage. Bon, il a pris plus 30, ça me paraît pas déraisonné. Il amène un délire qui est juste bon pour tout le monde, particulièrement si vous jouez des monstres. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça m'a l'air de tartiner. Moi je trouve que c'est magnifique. Dur. En fait, le fait d'avoir encore une fois sa représentation sur le champ de bataille qui chevauche un Terrorgeist et qui tape fort, qui est même pas si cher par rapport à sa létalité. C'est ça en fait qu'il faut voir. C'est qu'aujourd'hui, alors je sais que c'est pas du tout les mêmes rôles au sein d'une armée, mais aujourd'hui, tu vois, quand tu fais de l'Uruk, tu te dis bah attends, aujourd'hui je me veux sur une Mokrochar. Sauf que c'est limite un style un peu de tanking, tu vois, parce que je veux dire, ça bouge pas vite, c'est plat, c'est voilà. Là, on bouge de 12, on a quand même 16 points de vie avec une protection à 6, une sauvegarde à 4. Globalement, on va clean tout ce qu'on va toucher. Je trouve que c'est ultra bien comme pièce. C'est même éligible finalement à recevoir un Arthos pour aussi être prêtre et encore une fois, de jouer de façon défensive, peut-être en petit format si on veut jouer à 1500 points, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans les dernières éditions, que ce soit Warhammer 40 000 ou Warhammer Age of Sigmar, on est plus soit sur du 1000, soit sur du 2000. Mais il existe aussi plein de formats intermédiaires. Et typiquement, à 350 points, c'est parfait pour du 1500 points pour être ton mégaton quoi. Et au contraire, son but c'est de mourir pas avant le T3 ou le T4 au moment où on va déclencher quoi. Et en fait voilà, on y arrive quand on parlait de Nagash tout à l'heure. Est-ce que Nagash vaut 2 mecs comme ça? Ah bah non. Bah je suis pas certain du tout. Ça dépend des soirées. Voilà. Mais c'est en fait ils l'ont vraiment buff, ils lui ont fait prendre 30 points, c'est pas cher payé. Il y a quand même 2 trucs à noter. Leur atelier de croc, il mettait déjà des BM, il était dégâts D6. On demandait à ce que ça passe en D3 plus 3, ils l'ont fait, excellente nouvelle. Et les attaques de griffes sont maintenant en crit mortel aussi. Donc en fait, vous avez 10 attaques qui vont être en 3-2, moins 1-2, crit mortel. Je parle même pas des plus 1 dégâts. Est-ce qu'on serait pas sur la figurine qui cogne le plus fort du jeu sous buff? Je pense que si. Et clairement pas la plus chère. En fait, encore une fois, on va vraiment être sur une unité qui est même pas tant que ça Glass Cannon. Elle a quand même 16 PV. Donc honnêtement, c'est du super game design. C'est peut-être même un peu fort par rapport au coup en point. Ouais, c'est extrêmement balèze. Voilà, donc je pense que vous avez envie d'en jouer un. On n'a même pas parlé du fait qu'il avait un tir dégâts D6. C'est pour dire, le mec tape tellement fort qu'on oublie des attaques dégâts D6. C'est extrêmement bon. Yes, on fait une petite parenthèse sur les personnages. On va parler donc du Chibro-Terreur, mais oui, c'est lui. Du Terrorgeist Royal, c'est-à-dire de la version sans la goule dessus, où là on est à 230 points. Oui, alors lui, il a un saccage qui est un petit peu différent, puisqu'en gros, il met des blessures mortelles et il inflige des malus à la touche. Il tape quasiment aussi fort. Hein. À noter qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des bonus qui s'appliquaient à des héros, donc lui, il n'y est pas éligible parce qu'il est monstre. Et par contre, il a toujours cette aptitude de pouvoir monter jusqu'à 10 attaques sur les attaques de griffes. Donc, il cogne aussi très dur. Donc, il est à 230 points. C'est à peu près, je crois que c'est le prix du Black Coach. Moi... 210 je crois, mais bon, c'est pas très important. Malheureusement, je pense que les Nighthawks vont perdre la comparaison. Non, ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, si on vous le montre aussi maintenant, déjà c'est qu'on respecte l'ordre du livre, mais c'est surtout que on rentre dans les optiques de liste
full monstre. Ou même pas full monstre en fait d'ailleurs. Quand aujourd'hui tu dis 350, déjà est-ce que c'est pas lui que t'as envie de dupliquer, mais aussi que si t'as envie d'avoir une liste full dragon, tu peux monter potentiellement à 6-7 monstres dans ton armée, plus quelques gardiens de but. Hein. 230, ça veut dire que t'en joues 5, t'es à 1150. Ça c'est 850 points. Tu peux en rentrer 2 comme ça, 1350 points. Donc en fait t'es là, t'as mis 7 monstres sur la table. C'est Game of Thrones, tu rentres un prêtre. Puis t'es pas mal quoi. Donc honnêtement, je dis pas que c'est les meilleures listes, mais avoir la possibilité de faire ce genre de liste, en plus avec des délires qui vont vous permettre de synergiser autour des monstres. Et des sagages qu'on spam. Je dis pas que c'est fort, mais en tout cas c'est cool. Puis toujours, hein, c'est quand même 14 PV en save à 4, donc ça se sort pas comme ça. J'aime beaucoup. Juste pour clôturer sur le Roi Ghoul, sur Terrorghast ou le Terrorghast seul, j'aime vraiment le fait qu'ils aient mis comme garde-fou, et ça prouve que pour le coup, il y a eu de la relecture. C'est con, mais plein de fois on peut les critiquer. Là, il y a eu de la relecture. Je rappelle que dans l'allégeance qui permet de jouer plein de monstres, on ne peut pas faire plusieurs fois le même saccage sur les héros. Et c'est justement pour éviter le fait que si on ne joue que des Rois Ghoul sur Terrorghast, les compagnons aient automatiquement un attaque en règle. Et je trouve ça vraiment bien, tu vois ce que je veux dire, qu'ils aient fait en sorte que toutes tes bêtes ne vont pas taper sur du 3+, et c'est trop cool quoi. On enchaîne ensuite avec le Roi Ghoul, mais cette fois-ci sur Dragon Zombie. Il est à 360 points, il est donc 10 points plus cher que sur le Terrorghast. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce petit monsieur ? C'est une très bonne meuleuse, il a gagné des attaques dégâts 4, donc sur ce genre de profil on va vous les lire, hein. Donc 5 attaques en 3-3, moins 1-2, 4 attaques en 4-2, moins 2, 4. 7 attaques en 4-2, moins 1-2, on est en crit, blesse auto, donc sympathique. Il a toujours des 6 attaques en 2-4, moins 1-3, donc... Au tir. Ouais, bah si tu fais ton 4-5-6 au tir, t'es déjà pas trop mal. Il arrive surtout avec un nouveau délire. Ouais, il arrive avec un nouveau délire, alors il est très mal écrit, donc attention. On va vous le résumer. Grosso modo, vous ajoutez 1 au jet de charge pour les unités de chevaliers et de monstres, cours de manche cher tant qu'ils sont entièrement à 12, d'un ou plusieurs héros manche cher, ok. Si c'est autour de lui, à la place c'est plus 2. Bon. Excuse-moi, on va peut-être lire son aptitude de à côté, comme ça ouais, on va voilà. mieux comprendre. Voilà. Cette aptitude, c'est fin monstrueuse, puisque tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces de lui, les monstres vont avoir l'occurrence de course et charge. Ouais, les monstres non héros, quand même, petit garde-fou. En fait, commence à imaginer les bonus qu'on commence à stacker si on joue le Roi Ghoul sur Dragon Zombie, le Roi Ghoul sur Terrorghast, on n'est que à 710 points. C'est pas non plus dégénéré, ça fait même pas un agache. Il reste encore pas mal de points en rab. Et tu décolles de la rétine en termes d'attrition, c'est un petit peu fou. Hein. Ouais, puis à côté, on a vu que les Terrorghast étaient pas si chers que ça. Donc en fait, on peut vraiment aller chercher des optiques hyper intéressantes à base de monstres avec l'allégeance qui va bien, les 2 héros qui vont bien pour synergiser, les monstres qui sont pas si chers que ça. Puis voilà, il a quand même une dernière aptitude. À n'importe quelle phase de mêlée, on prend comme cible une unité ennemie en mêlée avec lui, on jette un dé. Si le résultat est supérieur à son OC, elle ne peut pas utiliser d'ordre. Comme ça, au moins, il n'y a pas de débat. Quoi. Si on regarde ensuite le Dragon Zombie Royal, là, on est à 240 points, donc pareil, 10 points plus cher que la version Terrorghast. Ouais, alors lui, sa petite particularité, c'est qu'il peut faire des espèces de pseudo-enfoncements, et surtout qu'il a une FEP à chacune de vos phases de mouvement. Donc, c'est sympa pour être positionné, etc. Maintenant, on voit que les bonus s'appliquent à la charge, à la course et charge. Je dis pas que c'est mauvais, c'est un choix tech. Maintenant, est-ce que je préfère pas t'envoyer un Terrorghast pleine balle dans les dents qui va pouvoir avoir des courses et charges plus une attaque en bulle et moult autres bonus? Et bah peut-être, voilà. On rappelle qu'il arrive, si on décide encore une fois de le repositionner via son aptitude où il est porté par les ailes putrides, et que le délire est passé et qu'on le fait rentrer, alors c'est compliqué entièrement à 12, mais du Roi Ghoul, on est sur de la charge à 7. Hein. Ce qui est pas mauvais. Ouais, complètement. Hein. C'est plus une chance sur 2 de la réussir, voilà. C'est bien. Ouais, puis en plus, comme d'habitude, 14 PV, save à 4, faut quand même investir pour le sortir. On vient de faire le tour des 4 monstres, entre guillemets, même du nommé, mais ça on s'en fiche un petit peu. Tu trouves pas qu'il y a peut-être un problème de costing ou quoi? Parce que moi, t'as vu les tons que c'est? On est entre 230, 240 pour Terrorghast Dragon Zombie, et on est 350 points pour le Roi Ghoul, qui balance sans doute le plus gros DPS du jeu. En fait, c'est un peu compliqué à évaluer dans le sens où il y a quand même des scénarios, donc il y a quand même des objectifs à aller chercher. Au niveau pure bâche, c'est dégénéré. Maintenant, si vous êtes capable d'aller chercher les objectifs un petit peu trop tard ou qu'il y en a un petit peu trop sur la table, que vous passez trop de temps dans des unités, vous n'aurez pas les objets. Donc, partir sur des optiques full monstre en se disant ça va être génial, peut-être, je pense qu'on risque d'avoir des problèmes sur certains scénars quand même. Maintenant, avoir en ajout comme ça 1 ou 2 monstres, ce qui est à mon sens le mieux, c'est des listes avec un petit peu de tout, ça fait sens. Maintenant, c'est vrai que quand on compare stricto sensu, se dire
le bonhomme d'avant, il est 100 points plus cher qu'un Black Coach par exemple. Oui, ça fait peur. Mais bon, le Black Coach, c'est ma référence. C'est la machine de guerre Night Hunt. Ouais, c'est que si tu prends le Black Coach, à part au western, tu perds tous les duels. Tu vois. Quand tu regardes ça, tu vas te dire, ok, il est à 350. Il se retrouve face à 20 Blade Guest, ça coûte 420 points. Bah, il les sort pas d'un coup. S'il se prend une riposte, il va quand même prendre relativement tarif. Je sais pas. Attrition pure, oui. Maintenant, il y a quand même des objectifs à aller prendre, des scénars, des trucs à respecter. Etc. Le fait est, c'est pas important, l'équilibrage Game Workshop l'amènera plus tard, regardez la qualité du game design. Je suis pas un joueur fléchisseur courte, tu montes ses profils, j'ai envie de monter une armée fléchisseur courte. Parce que ta représentation sur le champ de bataille, c'est toi, soit sur un Terrorghast, soit sur un dragon zombie, tu découpes comme jamais, je pense qu'il n'y a pas un personnage qui gagne un duel face à toi, tu as la projection, t'as le modéliste, la projection, tu te prends pour un chevalier en plus, tu vois ce que je veux dire, limite tu vas sauver une princesse quoi. Bon, tu la croques, t'as compris le délire. Mais enfin, je trouve que le game design, il est fou quoi. Ouais, honnêtement, pour moi, c'est le genre de figurine jouissive. Moi, j'adore jouer des gros tons. Nagash parce que il fait régner sa loi sur la table. Ça parce qu'en fait, ok, on va le perdre, mais il va faire un tel trou avant de mourir que en fait ça vaut le coup. On est dans la continuité de les Sous-Blight avec justement les gros personnages vampires sur les mêmes figurines. On continue, bon, on change de gabarit. Hein. Là, on passe du côté de la justice, puisque on va découvrir ensemble. Il y a quand même des boyaux sur la tête. Hein. J'ai cru que c'était une couronne. J'ai cru que c'était des faux cheveux. Avec le juge suprême Gormain qui lui vaut 110 points. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, ce qu'il fait, grosso modo, il va pouvoir redessiner une unité ennemie, et il va lui mettre un frappant dernier tant que l'unité ennemie est engagée avec un héros court de manche cher, et une autre unité de cerf ou chevalier. Bon, ça c'est le fameux 3+, qu'on adore, c'est pas évident assez top tout le temps. Maintenant on a quand même des tons en héros qui se projettent bien, on a des unités de cerf et des unités de chevalier qui sont capables d'aller faire des dégâts. Donc c'est sympa, maintenant ça reste un 3+. Donc en fait on va pas en avoir besoin tout le temps, le moment où on en a besoin, faut que ça fonctionne, sinon on l'a un peu pris pour pas grand chose. Et enfin on a un délire qui a l'air excellentissime sur le papier mais qui est pas évident à mettre en place. Donc encore un délire sur un héros. Grosso modo lui ce que ça dit, on va avoir plus un dégât sur les attaques de mêlée des cerfs et des chevaliers tant qu'elles sont entièrement à 12 d'un héros Flesh Eater qui a subi des dégâts à ce tour. Alors déjà, alors si vous faites un fiasco, vous êtes heureux, mais sinon globalement c'est pas évident parce que votre adversaire va le savoir. Donc au niveau de l'activation, il va juste taper sur le héros le plus tard possible. Donc sauf à ce qu'il y ait un décalage dans le nombre d'activations qui fait qu'il soit obligé de taper avant vous. Globalement, c'est pas évident à setup. Donc c'est un héros qui est tech, c'est exactement le rôle qu'il avait avant, sauf qu'avant il avait juste un effet sur du 3+, des effets dégénérés, hein, des plus un touche, des plus un bless, des courtes charges, des plus un dégâts aussi qu'il avait déjà, sauf que dans les faits on le voyait absolument jamais, parce qu'en fait s'il loupe son 3+, il sert pas à grand chose. Il a le mérite d'être un héros pas cher, donc potentiellement on peut le faire passer prêtre. S'il vous reste pas beaucoup de points dans la liste, ça peut être intéressant. C'est là où le bas blesse, c'est que, encore une fois, sur Age of Sigmar, on n'est pas sur des calibrages de liste à 5 ou 10 points, comme on peut avoir sur d'autres jeux. Ouais. Donc, un héros à 110, c'est un positionnement qui est très 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 particulier, et finalement, ça me permet de faire la transition avec l'arc régent, enfin, le grand régent Aboran. Lui, en plus, il a perdu des points, là, il est à 160 points. C'est une meuleuse, c'est 5 patates en 3-3 moins 1-2. Il a lui-même son délire qui fait qu'il va potentiellement même se prémunir contre le méta de tir, puisqu'en fait, en gros, si son délire passe, alors, toute votre armée va avoir moins 1 pour être touché à distance tant que vous êtes à 12 pouces d'un personnage. Ouais. Donc mine de ça vous ouvre aussi une branche d'un contre-méta. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite il va avoir une fois par tour les servants innombrables qui fait que tout simplement il va pouvoir à la phase de héros jeter un dé en ayant choisi une unité cerf ou chevalier à 12 pouces de lui et restituer 3 figurines si c'était des cerfs et une figurine si c'était des chevaliers. C'est son aptitude phare. À noter quand même qu'il a perdu un point de vie, ok, mais surtout il a perdu un niveau de lanceur de sorts. À l'époque c'était un sorcier de niveau 2, il était auto-inclus dans toutes les listes parce qu'un sorcier de niveau 2, c'est juste trop fort pour son coup en points qui était à peu près à 150. Là ça devient un sorcier de niveau 1. Si vous jouez pas contre des listes de tir, son intérêt sera peut-être un petit peu plus limité quoi en tout cas. Il est pas mauvais, hein, il est pas mauvais, ramener des cerfs, ramener des chevaliers, là c'est des chevaliers de manière fiable, c'est bon, maintenant il a un peu perdu de sa gloire d'antan quoi. Ouais, après encore une fois, que dans un livre tu aies de quoi gérer une partie du méta potentiel, c'est cool. C'est cool, surtout en team, je pense, parce qu'on va pouvoir se dire, ok, donc le méta actuellement c'est ça, on va mettre ça en défense, il pourra pas mettre ça, il va être obligé d'envoyer autre chose. Ça fait sens.
En solo, c'est un peu un pari. Potentiellement, il y a la moitié de ces règles qui vous serviront pas. En fait, si on nous l'avait montré en l'état, on aurait dit sympa. Maintenant, moi, j'ai toujours du mal à ne pas me souvenir de ce qu'il faisait avant. Et sa grande force, c'était d'être un sorcier de niveau 2. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus auto-include comme il l'a été. Ouais. Et finalement, c'est pas plus mal parce que quand on a une unité qu'on est obligé de rentrer dans toutes les listes, c'est qu'il y a un petit problème d'équilibrage interne. On est d'accord. On passe maintenant sur la nouveauté de cette réédition avec le grand fauconnier Felgrim. Il coûte 120 points. Et alors d'habituellement, je crois que de mémoire, c'était les pages 87-88 qui cassaient le jeu. Là, on est sur la page 65 avec un mécanisme très particulier. Tu vas nous parler de tout ça. Oui, alors grosso modo, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a une notion de token qui est appelée un grip. Nous appellerons ça un token. Donc à notre phase de héros, on va pouvoir, s'il n'y a pas de grip sur la table, mettre un token sur une unité ennemie à 18 pouces. Lorsque cette unité ennemie à 18 pouces va se faire taper par des unités de serre avec des armes de mêlée, l'unité n'aura pas de jet de protection. Donc c'est bon, mais c'est circonstanciel. À côté de ça, il a un délire, donc qui est un passif. Tant qu'on croit à ce délire, on va retirer 10 au score de contrôle des unités ennemies tant qu'elles sont emmêlées avec des unités de céramique, des unités de bêtes ou de monstres qui ne sont pas des héros. Attends, excuse-moi juste 2 secondes, parce que tu as dit que c'était situationnel. Mais le fait est déjà de se dire qu'au pire, s'il y a une protection dans le match-up d'en face, ah oui, c'est du no-match. Quoi qu'il arrive, c'est bon dans une liste. Et en plus de ça, là, le fait de dire... Moins 10 d'OC ? Ouais, le moins 10 d'OC, j'avoue qu'il est un peu perturbant. Je sais pas trop comment analyser ça parce que ça coûte rien. Il peut devenir prêtre, donc il sera toujours utile. Rendez-vous compte, enfin, encore une fois, le délire s'applique sur toute la table. Ouais. Oui, puis ça marche sur les monstres, sur les cerfs, donc à peu près sur tout, quoi. Disons que si vous le prenez, vous allez construire autour de ça. Donc bon, historiquement, on a vu qu'on avait toujours eu du mal à rentabiliser les mécaniques d'OC. Après, il n'y en a jamais eu d'aussi violente. Il y a une Volga qui a un truc sur un monstre à porter, qui lui met moins 10, et c'est pas sur toute la table, sur tous les cerfs et tous les monstres, quoi. Donc... à voir, en tout cas c'est un choix tech intéressant, je pense un peu frustrant si on n'a pas les moyens d'aller les chercher, quoi. Malheureusement, et si on est placé en premier sur les objets, ça tombe bien, on a de la FEP, on a beaucoup de mobilité, et qu'on arrive à tanker, le mec en face va avoir du mal malheureusement à reprendre les objectifs avec moins 10 d'OC partout. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait en gros là c'est un mécanisme qui sur le papier est très fort, est-ce qu'il sera joué, est-ce qu'il sera mis en place, c'est là où en fait on sait jamais parce que pour le coup on n'a pas testé, mais... le moins 10, quand on fait souvent le contrôle des objectifs, on est rarement à plus de 10 en réalité. Et les mécanismes même qui font moins D6, qu'on les scaven ou ce genre de choses, on se rend compte que c'était même pas spécifiquement utilisé. Mais le moins 10 flat qui potentiellement est sur toute la table, bah, ça fait vraiment peur là pour le coup. Ouais, je pense qu'un bon garde-fou de ça serait une notion de portée. Ouais. Porter autour de lui, c'est pas déconnant comme la plupart des aptitudes du jeu, entièrement à 12. Bon là, toute la table, ma foi, ça a l'air bon. On continue dans les petits personnages, cette fois-ci avec un qui va pas trop faire rigoler, c'est le roi Ghoul Aberon qui n'est qu'à 120 points pour un petit sorcier niveau 1, donc on est pile poil dans le bon coup en points. Ouais, qui historiquement a quand même un peu eu du mal à exister, parce qu'il était toujours mis en comparaison avec l'Arche-Régent qui lui était un sorcier de niveau 2. Ben maintenant ils sont tous les deux sorciers de niveau 1. Au niveau de son passif, donc il a un délire qui rajoute 1 aux dégâts des armes de mêlée des héros de cours de manchère non uniques qui tapent sur des héros ennemis, donc il a toujours son côté dueliste, et il a aussi le fait de l'espèce de garde qui fait que quand il tape on peut prendre une unité de serre à côté qui va activer dans la foulée, avec un +1 pour blesser jusqu'à la fin du tour, +1 pour blesser qui est assez rare, hein. Donc honnêtement c'est un bon petit gars, c'est un sorcier de niveau 1, il se réfléchit largement maintenant que l'Arche-Régent a perdu de sa superbe, c'est un bon perso. On passe maintenant au Sentinelle Abhorrent, c'est peut-être même lui qui va remplacer justement le gros Abhorrent, puisqu'il est à 170 points pour un sorcier de niveau 1, et globalement c'est la même valeur d'attaque. Oui, alors déjà lui il a 12 de mouvement, il vole, donc c'est quand même assez sympa. Il a toujours son aptitude de pouvoir emmener avec lui 2 unités de cours de manchère en FEP. Il peut les faire descendre avec lui il peut être à 6 des unités ennemies, les unités qui descendent avec lui peuvent être à 9 des unités ennemies entièrement à 12 de lui, ça c'est une mécanique qu'on avait déjà. Et surtout il a un passif qui est un délire, à noter que ce délire peut être choisi même quand lui est en FEP, donc ça c'est assez cool. Bon game design, ouais. Voilà, qui dit qu'on va ajouter 1 au jet de charge pour les unités de cours de manchère entièrement à 12 d'un héros de cours de manchère ami, tout le monde, et +2 si les unités ont été placées au même tour, donc en particulier avec lui, ça veut dire que les unités qui descendent à 9 vont avoir des charges à 7, et lui en particulier va avoir une charge à 4. Après c'est pas une meuleuse de corps à corps, c'est un sorcier de niveau 1, que dire, c'est un très bon perso. Dans la bataille des Abhorrents, il a largement sa place. On n'oublie pas, il bénéficie de toutes les aptitudes d'Abhorrent, il soigne, c'est un bon porteur d'artefacts parce qu'il est extrêmement mobile, contrairement aux autres d'ailleurs. Donc honnêtement c'est un très bon perso, moi j'aime beaucoup, c'est un bon compromis. Yes.
Ensuite, on va passer à la première occurrence de prêtre, qui est le cardinal Abhorrent. Il n'est, entre guillemets, qu'à 130 points. Bon, c'est une chips, mais c'est une chips super maligne. Déjà, il va avoir un délire. Le délire va faire en sorte qu'on va avoir +2 pour bannir dans toute son armée. Et surtout, on va avoir une protection à 4 contre les dégâts des sorts, des prières et des manifestations. En plus de ça, il va avoir aussi le fait que lui a +1 pour ses récitations quand il n'y a pas d'unité ennemie à plus de 6 de lui. Enfin, t'as vu la qualité du prêtre à 130 points. Pareil, c'est rigolo, tout à l'heure on disait que justement l'abhorrent générique nous donnait un délire de -1 contre le tir. Lui, il t'offre tout simplement, dépendamment de la méta, une protection à 4 contre les sorts. Donc les mortels. Ouais, un +2 au banish aussi qui est pas anecdotique. Hein. Donc, honnêtement... Le livre à tout. En fait, c'est ça, en fait, il est prêtre, donc déjà il a gagné. Il est prêtre pas cher. Il est prêtre qui lance à +1, que dire de plus quoi. Je vois pas dans quel monde on n'en joue pas au minimum, au grand minimum 1. Là pour le coup je pense que ça fait partie des auto-includes de l'armée, le domaine de prière est, je pense qu'on peut dire dégénéré. On rappelle quand même que s'il se stack, ça veut dire qu'il va pouvoir avoir un équivalent de +2, ça veut dire que même au tour adverse il a pas le malus. Écoute, j'en veux d'autres des comme ça. Hein. Ensuite, tout petit personnage, ça va être le héros de Parchemoile qui est à 110 points. Le Parchemoile qui est très intéressant. Profil de corps à corps assez classique. C'est toujours le mec qui vous propose d'être infecté ou alors d'avoir un malus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à la phase de charge adverse, une fois que votre adversaire va avoir résolu toutes ses charges, vous pouvez prendre une unité ennemie à 6 pouces. Sur un 3+, vous allez lui proposer un os. S'il accepte l'os, il va avoir frappe en dernier. S'il refuse l'os, il va être pourri. Et très schématiquement, s'il est pourri, à chaque fois qu'il va tenter de lancer un sort, d'utiliser une aptitude de commandement, etc., sur un 5+, on va lui dire non. Non merci. Bon, il est noble, donc il est pas abhorrent. Je trouve pas très très intéressant. C'est des mécaniques qui sont compliquées à mettre en place. Et puis lui, pour le coup, on loupe notre 3+, il ne sert à rien. Notre adversaire est au courant qu'il faut éviter de se mettre à 6 pouces si on peut. Donc je suis vraiment pas convaincu. Il a pas vraiment changé dans la manière de le jouer. Il me le passe spécialement fort. Jamais de la vie on va payer un +1 à la touche pour ça. Bon, on va dire qu'il est joli, quoi. Ok. Ensuite, on va avoir le décapiteur royal, qui pareil, un game design rigolo, mais encore une fois à 100 points. Est-ce qu'on va avoir envie de l'intégrer à une liste ? Là, il va avoir 3 patates en 4, 3, -2, flat, 3, clairement. Il va avoir le fait de pouvoir justement s'activer en parallèle d'une unité de serre et surtout de leur donner comme bonus crit 2 touches. Et lui-même va avoir comme aptitude couper-lui la tête, qui est que quand on va utiliser une aptitude de corps à corps contre un héros, il va aussi jeter 2 dés, et si jamais les 2 dés dépassent la valeur de santé de sa cible, elle est décapitée. Il y a un truc que j'aime beaucoup là-dessus, contrairement au bourreau qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas à la fin du tour, c'est immédiatement après avoir tapé. Donc ça détend. Alors il tape très fort, hein, donc potentiellement si on tape sur quelque chose qui n'a pas suffisamment de points de vie, on risque de le one-shot. Rien ne nous empêche de splitter nos attaques, voir où on a réussi à faire des dégâts et choisir derrière où on veut appliquer cet effet. Honnêtement, je l'aime bien. Le petit souci qu'il a, c'est qu'il va être quand même compliqué à garder en vie, donc c'est pas vraiment un porteur d'artefacts, c'est pas un mec sur lequel on va mettre des optimisations, mais pour le coup, c'est un vrai décapitateur, quoi. Voilà. Donc décapitateur, je vais même rajouter solide, le mec est solide. C'est pas monstrueux, vous allez pas construire votre armée autour de ça. Maintenant, s'il vous reste 100 points de côté, il est pas déconnant et ça reste toujours une menace qui cogne dur. On passe ensuite sur le courtisan Vargulf, qui est juste une bête seule et à peu près. Puisqu'en fait, maintenant il a 130 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur lui ? Alors, il tape relativement fort sur l'infanterie, mais c'est des machines de corps à corps, donc on va quand même les faire. C'est anti-infanterie sur les deux profils. 7 attaques en 4-3 -1-2, une attaque en 3-2 -2-3. Il est bête, donc maintenant il est OC1, et à la fin de n'importe quel tour, il a une aptitude assez sympa. Donc si une ou plusieurs figurines ont été tuées par cette unité, vous pouvez le soigner de D6. Si elle est en mêlée, vous pouvez faire un mouvement de 10, mais vous devez rester engagé avec les unités avec lesquelles vous étiez engagé, et si elle n'est pas en mêlée, vous pouvez bouger de 10. A noter qu'avant, on remarque quand même que c'est seulement 8 PV save à 5, donc ça tank pas non plus du feu de Dieu. Il pouvait se replier à la fin du tour, ce qui lui permettait quand même d'avoir un petit peu plus de survivabilité. Là, pour moi, la ligne qui vous dit qu'elle doit finir ce mouvement en mêlée avec les unités avec lesquelles elle était déjà en mêlée au début du mouvement, en fait, ça fait que il n'est pas forcément très très bien, quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, pour moi, il a beaucoup perdu. Ce qu'il a gagné, c'est qu'on a vu, que ce soit au niveau de l'allégeance ou de certains bonus, ça s'applique aux bêtes et aux monstres. Donc effectivement, si vous n'avez pas 200 et quelques points à mettre pour aller rajouter un Terrorgeist ou un Dragon Zombie, vous pouvez rentrer ça. Maintenant, je ne suis pas du tout convaincu du profil de ce monsieur. Il est un positionnement qui est très bizarre, hein. Les monobêtes à 100 et quelques points, c'est vraiment bizarre. Après, ça tape quand même assez fort, hein. Ça fait penser au Korgorath, quoi. Oui. Là, c'est des trucs,
Bon, tu les sors parce qu'il te reste des points et que c'est joli et que t'en as jamais vu, mais en soi. Tu passes à la télé. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la folie. Yes. On passe, écoute, sur les anciennes lignes, en tout cas, c'est-à-dire les Prévost Décrypte. Première occurrence de cerf qu'on voit aussi ici. On est à 10 points le bonhomme, on est donc à 100 points les 10. 3 attaques par bonhomme, de la saturation qui est en saturation ok. Ouais. Et surtout, en fait, la capacité de pouvoir, quand on a été chargé sur un 3+, de taper en premier. Ouais, donc avec 2 effets. Le premier, c'est que c'est anti-charge plus un perf, donc vous êtes quand même en rend -2 native. Ouais. Ça commence à être assez intéressant. Et surtout, ça file des wards réciproques à 5. Donc ça, on a la même mécanique en Soul Blight avec les Grave Guards et compagnie. C'est pas mauvais. En fait, c'est un positionnement entre deux, c'est-à-dire que c'est de la masse, mais c'est de la masse qui coûte un peu cher. Ça tabasse pas énormément. Maintenant, pour recevoir votre adversaire, ça peut être intéressant. C'est une vraie menace, vous êtes en rend -2. Après, t'es en 4-4, quoi. Donc, malheureusement, en 4-4, tu passes littéralement un quart de tes attaques. Et quand on a 3 par tête, au niveau damage output, c'est pas la folie. Donc, un positionnement un peu bâtard pour moi. Compliqué à rentrer. Yes. Ensuite, on enchaîne avec la version montée, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'ils vont jouter. Eux, ce sont des chevaliers. Donc, en tout cas, on va passer sur les chevaliers de Morbeg. On peut les jouer à 3 à 180 points. Ils ont comme principale aptitude, quand c'est leur tour, à la fin du tour d'ailleurs, de pouvoir infliger des blessures mortelles et aussi replier sans prendre les dégâts du repli si c'est votre tour. Un peu compliqué, c'est une unité qui a été terriblement forte en MSU parce qu'elle collait énormément de blessures mortelles à l'impact. C'est fini. On a pu le désengager charge, donc en fait si c'est à nous de jouer dans la foulée, on va rester engagé, donc les bonus d'élan, sans charge, on va pas les avoir. Donc pour moi ils ont un positionnement qui est un petit peu bâtard dans le sens où ça cogne pas extrêmement dur, donc on va plus voir ce qu'on avait avant d'en voir démarrer. Maintenant pour avoir une unité de chasse autonome, parce qu'on verra qu'on a d'autres unités de chevaliers qui sont intéressantes mais qui sont moins autonomes qu'eux, ça peut justifier. Voilà, ça va aller tuer des unités qui sont là pour mettre des tactiques. Maintenant, je pense pas qu'on voit vraiment ça déblayer des tables entières. On va noter qu'ils ont le mot-clé chevalier, c'est donc la première occurrence à l'opposition des cerfs. Ensuite, on enchaîne avec le courtisan hanteur de crypte qui lui est à 140 points. Déjà, à sa phase de héros, il va pouvoir se soigner de D3. C'est une occurrence de noble au niveau des mots-clés. Et il va avoir parangon chevaleresque puisque il va pouvoir synergiser avec les horreurs des cryptes puisque vont s'activer simultanément ou quasiment. Et les horreurs des cryptes, eux, vont avoir +1 pour toucher avec lui. Ouais, alors c'est des unités qui sont là pour synergiser, donc pour les rentabiliser, il faut voir ce que font les horreurs des cryptes. Après, intrinsèquement, c'est un profil qui est pas mauvais, ça cogne avec 4 attaques en 5 attaques en 4-3, -2-3. Le +1 à la touche dans la foulée est bon. Maintenant, on n'a pas nécessairement besoin de lui pour l'avoir sur l'unité qui est là pour taper, à savoir justement les horreurs des cryptes. Donc les horreurs des cryptes, c'est 7 de mouvement, 4 points de vie en save à 5, 1 de score de contrôle, c'est devenu une unité anti-cavalerie, donc anti-cavalerie +1 perf, ça a 4 attaques en 4-3, -1-2, et ça a encore un mécanisme contre les unités de cavalerie qui va vous dire que vous allez faire encore plus de blessures mortelles. Grosso modo, vous jetez 2 dés pour chaque figurine de cette unité, on ajoute 2 si la cible a le mot-clé cavalerie, et sur chaque 5+, ça va faire une blessure mortelle. Donc contre la cavalerie, quand vous allez vous faire charger par de la cavalerie, ou alors là pour le coup même si vous avez chargé de la cavalerie, ce qui n'est pas évident parce qu'en général vous allez avoir moins de mouvements que ces unités-là, ça va faire énormément de dégâts. 160 points les 3. Honnêtement, pour moi, c'est une unité qui est forte, qui va dépendre évidemment du méta dans lequel on joue. Les unités de cavalerie ont pas forcément extrêmement trouvé leur place depuis quelques temps dans le jeu, donc on va avoir une unité qui va être ultra spécialisée. Maintenant, si on n'est pas sur de la cavalerie, ça reste du Rend-1, dégâts 2, c'est pas non plus monstrueux. Pour revenir au héros, je trouve qu'il, en tout cas pour son prix, il apporte pas assez justement aux horreurs des cryptes. Quand on a un héros qui est entièrement dédié à une unité, il faut qu'il fasse plus, vous le verrez après avec les Crypt Flyers, il vous fait passer la létalité des bonhommes quasiment du simple au double. Là, effectivement, on se dit, ok, on va avoir une unité de chevalier qui va être bien meilleure avec ce héros-là, ça fait sens. Voilà, les horreurs des cryptes, je les trouve bonnes, c'est une très bonne unité. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher le héros associé? Ça me paraît pas du tout indispensable pour le coup. Yes, tu en as parlé tout à l'heure, on va maintenant passer au courtisan infernal Décrypte, qui est donc le personnage à 140 points qui va synergiser avec les fléaux Décrypte. Il va avoir comme aptitude, quand les fléaux Décrypte justement arrivent des renforts, de pouvoir bouger de D3. Ça tombe bien parce que lui et les fléaux Décrypte qui, vont être jouables par tranche de 2 à 80 points, les deux vont tirer qu'à 10. Donc ils arrivent à 9 de l'ennemi, lui il les fait bouger de D3, normalement à part en redéploy, vous êtes quand même assez serein, et à part avec un gros redéploy, vous pourrez quand même tirer sur votre cible. Mais surtout, lui il va donner +1 dégâts aux armes de tir des fléaux Décrypte si la cible a subi des dégâts. Ouais, donc en gros, si lui a mis des dégâts, les prochains qui tirent dessus vont passer dégâts 2 au lieu de dégâts 1. En fait, c'est ça qu'on attend d'un héros qui est là pour synergiser une seule unité. C'est-à-dire que, on l'a vu avant avec justement les Crypto-Aurores,
Bon, faire taper dans la foulée avec un +1 à la touche, c'est bon. Maintenant, est-ce que ça justifie son coup en point? Je sais pas. Là, si vous partez sur 7 unités de cavalerie, vous avez un héros qui vous dit, bah au tir, vous allez faire 2 fois plus de dégâts. À noter quand même, chose assez intéressante avec la nouvelle aptitude de défense en règle, lorsque vous allez mettre un +1 à la sauvegarde, ça va être uniquement pour une activation, ça va pas être pour toute la phase de tir. Ce qui veut dire que si vous avez pas envie de prendre les dégâts du héros, vous allez vous mettre un +1 à la save. Si jamais il vous arrache un PV, vous n'avez pas votre +1 à la sauvegarde pour la foudre que vous allez prendre dégâts 2 derrière. Donc il y a un vrai pari à faire là-dessus. Il y a aussi un pari à faire côté fake de savoir à quel moment on va lâcher notre +1 à la touche. Mais honnêtement, voilà, ça c'est une très bonne synergie. Je pense que eux, ils sont excellents. Ils étaient déjà, à mon sens, très bons avant. Ils avaient une aptitude un peu compliquée à mettre en place pour déplacer des héros. Maintenant, à chaque phase de mouvement, ils peuvent se TP de manière autonome. Moi j'adore cette unité, je l'adorais déjà, et je la trouve encore meilleure maintenant. Donc honnêtement, c'est un petit peu mon petit crush côté chevalier. Yes, il nous reste à voir la colonne vertébrale des serfs de cette armée, à savoir les ghouls décryptes, jouables par tranche de 20 à 160 points. Et bah moi je trouvais que c'était une excellente unité, je trouve que c'est toujours une excellente unité, c'est une unité de saturation qui effectivement va pas mettre de dégâts. Maintenant on est en crit bless auto, donc quand on a un gros volume d'attaque c'est toujours plaisant. On a un +1 à la perforation d'armure selon des conditions qui sont pas très compliquées vu qu'on a envie de jouer des héros en fléchiteur. C'est une très bonne unité de ligne, on est à 8 points le PV, qui a une ward. Honnêtement, c'est juste très bon. Moi j'adore cette unité. J'ai tendance, moi de manière générale, à trouver que les unités qui n'ont pas énormément de sauvegarde d'armure sont les plus stables. Si l'adversaire a de la saturation, c'est pas la mort. Si l'adversaire a beaucoup de perforation, il l'a payé pour rien. C'est exactement ce que j'adore. Et en plus, on se paye le luxe d'être en crit bless auto et +1 perfo quasi gratuit. J'aime beaucoup. Ok, c'est-à-dire que pour toi c'est le cordon par définition à 160 points les 20? Oui, ça coûte pas cher, ça coûte pas très cher, ça fait quand même beaucoup d'empreintes au sol, ça empêche l'adversaire d'aller se foutre sur les objectifs, on n'a pas peur de les perdre, ça peut quand même balancer des bons parpaings en retour, ça bénéficie d'à peu près toutes les synergies, ça remonte avec les Aborants, Arche-Régent et compagnie, c'est vraiment très très bon. Ok, nickel. Il nous reste à voir une seule unité, c'est les dépeceurs royaux qui eux sont à 100 points, les 10. Ouais, donc alors ça c'est une unité qui a posé beaucoup de problèmes. Grosso modo c'est une unité anti-monstre et anti-bête, donc anti-bête +1 perf, anti-monstre +1 perf. Les monstres ennemis ne peuvent pas utiliser d'aptitude de saccage tant qu'elles sont en mêlée, et en plus, -1 dégâts pour les monstres et bêtes ennemies quand elles sont en mêlée avec ça. C'est un très bon cordon, c'est un cordon qui coûte moins cher que les ghouls, qui se paye le luxe d'être un petit peu spécifique. Donc grosso modo voilà, si vous tapez sur des bêtes des monstres, vous allez être un petit peu plus efficient, vous avez un petit peu plus d'attaque, c'est certainement moins polyvalent que des ghouls. Maintenant ça permet de rentrer, s'il vous reste une centaine de points de côté, une unité qui est tout à fait respectable, mais ça fait partie de ces unités qui sont quand même, je vais dire, dépendant du méta dans lequel on est. T'es d'Angure, toutes les listes adverses sont 5 monstres, bah effectivement t'es pas mal. Maintenant rentrer une unité comme ça pour obliger l'adversaire à se déployer de manière un petit peu spécifique, parce qu'on a quasiment toujours un monstre dans la liste. Donc pour éviter cette unité et devoir jouer autour, je trouve ça assez intéressant. Il nous reste à voir le décor de faction, c'est-à-dire le trône du charnier. Globalement, bon, il y a beaucoup de texte pour pas dire grand-chose, puisqu'il y a une capacité d'embarquement, de débarquement. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que si on a un héros qui est embarqué dedans, alors on va pouvoir bénéficier de seigneur de tout ce qu'il voit. En gros, à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir une unité autre qu'un héros qui a été placé, juste visible. Il n'y a pas de portée. Et s'il y a quelqu'un dedans, alors vous allez pouvoir choisir une unité autre qu'un héros, visible, il n'y a pas de portée, et la faire bouger à votre phase de mouvement de D3, et si elle vient d'être placée, de D6. Donc là, ils ont définitivement fini de remplacer l'Aborant Arche-Régent avant, qui faisait sensiblement la même chose en moins fiable. C'est juste excessivement bon. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a pas mal de mécaniques de faibles dans l'armée, que ce soit le Gore Warden, que ce soit des War Scrolls particuliers. On a des fiabilisateurs à la charge. Donc là, vous allez encore autrement fiabiliser votre charge. C'est juste excellent. Pas grand chose d'autre à dire pour ça. On a fait le tour de tout ce qui est règles d'armée, formation, les traits, les domaines de prière, de sorts, les War Scrolls, c'est-à-dire les fiches d'unité. C'est très 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 sympa. Hein. L'échelle de puissance, j'arrive pas à la jauger, mais en tout cas, ça donne envie même de commencer cette collection parce qu'en fait, tu peux tout faire. Ouais, c'est exactement ça. Il y a à peu près tout qui est sexy et qui donne envie de tester des choses. Que ce soit la partie monstre, qui est... Les monstres, historiquement, c'est compliqué d'avoir le meilleur truc parce que ça implique d'autres problèmes. Mais par contre, putain, quand t'as décidé d'y aller tout droit avec tes 5 tons, je pense que ça va être complètement jouissif. T'as des synergies qui sont faites pour ça. Au niveau des serfs et de l'infanterie, t'as vu que t'avais aussi énormément de choses. La cavalerie, t'as une allégeance qui est là pour ça. T'as énormément de mobilité, que ce soit avec le décor, que ce soit avec les héros, que ce soit avec les War Scrolls. T'as vraiment l'impression que tu peux tout faire. T'as du rip-hop. Moi, ça me convainc entièrement et...
on a vu qu'on avait vu tellement de choses qu'on n'a même pas encore rementionné l'aspect des délusions et des délires qui t'apportent à mon avis une rejouabilité absolument folle. Honnêtement, je pense que c'est un des BT les plus polyvalents. Dépendamment du héros que vous allez rentrer dans votre liste, vous allez complètement réorienter. Vous êtes par exemple dans un jeu d'équipe, on vous a demandé d'encaisser le tir, bah vous allez rentrer un arche régent qui va être là uniquement pour ça. Vous avez envie de jouer autre chose, vous allez rentrer un autre héros. Bref, honnêtement, je pense qu'il y a énormément à faire et ça donne vraiment envie de tester un petit peu tout. Ouais, c'est très très cool à chaque fois. Ils arrivent vraiment avec les féchiteurs courtes. Pourtant, la gamme a été en partie refaite, mais tu sais, c'était une ancienne armée dans un nouveau jeu et ils avaient déjà réussi à rendre cette allégeance ultra alléchante. Là, franchement, ça fait tout. En termes de modélisme, on a moyen de partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prêtez allégeance dans cette armée, vous allez faire des listes potentiellement full cave, full ghoul, des mix de tout, des listes white dwarf qui vont être juste magnifiques et à mon avis qui vont être très très forts. Ouais. Ou alors vous allez même avoir potentiellement des dragons zombies, des terragas. C'est trop bien. C'est clair. Honnêtement, il y a des synergies dans tous les sens. On a fait le BT Night Hunt, les synergies étaient relativement évidentes. Là, il y a beaucoup d'interactions. On a une couche de synergie, une couche de War Scroll, une couche de délusion, une couche de trucs particuliers. Honnêtement, je pense que c'est très très riche et on va prendre pas mal de temps pour découvrir un petit peu tout ça en profondeur. Yes, bah écoute, encore une fois, un grand merci à toi, Sam, de la chaîne Squigard, d'être venu justement nous présenter cette nouvelle armée pour la mort. Les amis, on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Rhyme Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Attends, tu faisais moulage, je pensais que tu faisais en bas. Non, d'accord. D'accord, bah ça marche aussi. Donc le lien du Tipeee sera directement en description de cette vidéo. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.